bienvenue sur Politiquement Jeune, le podcast 100% politique, sans filtre et 100% jeune. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant. La politique est-elle culturelle? Alors par culturel, on entend l'ensemble des valeurs, les normes, les croyances, les représentations qui structurent une société. L'objectif ici, donc, c'est de montrer que la politique n'est pas juste une organisation technique du pouvoir. Pour parler de ça, on reçoit aujourd'hui Cheikh Oumar Doumbia, politologue, fin observateur de la vie politique africaine et ivoirienne aussi. Du coup, Cheikh, bonne arrivée. Merci beaucoup, mon cher. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Le plaisir est le mien. Le podcast des jeunes, on se retrouve. Absolument. Super. Alors, avant toute chose, avant de pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet, de savoir si la politique est culturelle ou pas, j'aimerais savoir un peu plus sur toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Cheikh Doumbia? Cheikh Oumar Doumbia. Le parcours... C'est l'exercice le plus difficile, hein? Parler de soi. Alors, comme tu l'as dit, hein, je suis politologue. Ça veut dire que mon métier consiste à observer, expliquer, tenter de comprendre et enseigner parfois la politique. J'ai fait mes études entre le Mali, les États-Unis et d'autres formations, peut-être en Angleterre, aux Pays-Bas. Et voilà. Je pense qu'en gros, c'est ce que c'est. C'est ça, ouais. Le politologue et le fin observateur de la vie politique. C'est surtout ça. Et j'ai pu voir que maintenant tu es en Côte d'Ivoire. Absolument. Tu étais au Mali combien de temps? Tu as exercé réellement dans la politique au Mali. Aujourd'hui, pourquoi en Côte d'Ivoire? Alors, au Mali, il y a quand même des choses qui se passent. C'est ça. Beaucoup de choses se passent. Okay. De 2020 jusqu'à récemment, en tout cas le peu de savoir que j'ai pu acquérir, j'ai travaillé à mettre ça à la portée de nos camarades jeunes surtout, parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la politique. Exactement. Parce que le manque de compréhension et le manque d'information les pousse souvent à faire des choix qui finissent toujours par se retourner contre eux. C'est ça. Donc sur cette base, j'ai pu, en tout cas, conférences, ateliers, séminaires, plateaux télé, pour expliquer comment c'est supposé fonctionner. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand il y a une décision de prise, quels en sont les possibles impacts? Où est-ce que ça va nous mener? Malheureusement, nous sommes en Afrique, et quand on explique les choses, ça dérange toujours certains. Ceux que ça a dérangé ont travaillé à vouloir me rendre la vie difficile, et on est arrivé jusqu'à peut-être une agression, une tentative d'assassinat. J'avais vu ça d'ailleurs. Et à partir de là, on se dit, OK, c'est un métier qu'on peut exercer partout dans le monde. C'est clair. Si un environnement géographique ne se montre pas opportun, un autre se montrera bien opportun. Et c'est là où on voit aussi que, à Bamako, on dira certainement le Djatigia, à Dakar, on dira la Teranga, à Abidjan, on dit Akwaba. Donc, cette zone ouest-africaine, l'hospitalité est un pilier. Exactement. Autant en profiter et continuer à exercer ce qui nous passionne. Ok. Nous te disons Akwaba alors. Merci. Akwaba, Cheikh. Merci. Et donc, du coup, c'est par rapport à. C'est après, cette agression. On ne va pas rentrer dans le fond du sujet de l'agression, mais c'est après ça, du coup, que tu prends la décision de venir à Abidjan? Oui, en partie. Ça n'a fait que renforcer quelque part ma volonté d'exercer, de continuer à faire ce que je fais, parce que j'en ai vu la nécessité, j'en ai vu l'impact. Il y a eu 2 sorties populaires. Il n'y en avait jamais eu, ou jamais qu'en tout cas de cette ampleur, pendant cette période transitoire, où les jeunes ont démontré leur intérêt, leur volonté, leur adhésion à ce qui est en train d'être fait. Mais à un moment, on a de la famille qu'il faut souvent penser à mettre à l'abri. Et
comme le dit un sage en politique, le premier élément pour faire quoi que ce soit, c'est d'être vivant. C'est ça. Très important, ça. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet de notre thème. Ça a rappelé, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle culturel aujourd'hui, on n'est pas en train de parler d'artistes, de musique ou d'art. On parle vraiment de, comme je disais, l'ensemble des valeurs, des normes, des représentations et tout ça qui structure donc une société. Absolument. Et donc, quand on parle de politique et de culture, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que pour toi, c'est deux univers distincts ou c'est lié? Alors, c'est une question suffisamment complexe à répondre. On peut en faire une thèse. On peut en faire franchement une thèse. Bah, les jeunes, vous pouvez faire vos thèses. Absolument. Ceux qui sont dans les écoles de sciences politiques, la politique est-elle culturelle? Mettez-vous à réfléchir. Mettez-vous à réfléchir. Alors, moi, je commence par me dire que toute politique repose sur deux grands piliers. Okay. Donc, le premier pilier qu'on appelle les politiques publiques, c'est-à-dire le fonctionnement technique de la chose politique, et le deuxième pilier qu'on appelle l'opinion publique, c'est-à-dire la réflexion populaire, les ressentis et tout ce qui va avec. Une chose est sûre, quand il s'agit de politique publique, parce que bon, quand on décide qu'on veut faire une route, on ne décide pas en fonction d'une culture. C'est clair. On décide en fonction d'une nécessité, d'un objectif à atteindre. Mais par contre, en faisant cette route, on est obligé de tenir compte des humains, de leur habitat. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Surtout, en politique, tout est humain. C'est un métier humain, d'abord. C'est-à-dire que celui qui fait de la politique est humain. Celui qui essaye de convaincre est humain. Ceux qui veulent servir sont humains. Donc, c'est un métier humain. Une fois qu'on parle de l'humain, on parle certainement aussi de sa culture, des valeurs à travers lesquelles ils se reconnaissent, de sa façon de vivre, de sa façon de réfléchir et de se penser, comme le disent les philosophes. Donc, forcément, la politique inclut une partie de ces valeurs-là, de notre communauté. Mais par conséquent, est-ce que les deux sont... Est-ce que la politique, c'est la culture? Je dirais en partie. En partie. Est-ce que donc, selon toi, il existe une culture politique africaine ou ivoirienne, par exemple? Pour le moment, non. Nos États sont trop jeunes. Nos États ont 65 ans. C'est ça. Construire une culture politique, ça prend du temps. Ceux qui en ont l'ont fait en des siècles. On peut parler, bon, les États-Unis, c'est bientôt 250 ans. 200, ouais, quand même. La France, c'est encore plus loin. La Grande-Bretagne, on n'en parle pas. Donc, mais nous, par contre, nos républiques sont nées tout près en 1960. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a des tentatives, mais malheureusement, pour que ça devienne une culture, parce qu'une culture, c'est d'abord comme c'est valeurs, traditions, coutumes. C'est ça. Donc, tradition, c'est ce que nous avons fait tester, qui fonctionne, que nous gardons. Et pour le moment, il y a eu tellement de chamboulements dus aussi à la quête de maturité de nos États que pour le moment, je ne saurais parler de culture politique réellement. Il y a des faits marquants, il y a des séries d'événements, mais jusque-là, il va nous falloir encore plus de temps pour parler de culture politique africaine. Et bon, pour l'Afrique, ça va être encore plus difficile parce que quand les Africains disent Afrique, ils se sentent à l'aise, alors que c'est un continent gigantesque. Exactement. Est-ce que la façon de faire de la politique en Côte d'Ivoire ressemblera un jour à la façon de la faire en Afrique du Sud, j'en doute. Est-ce que la façon de faire la politique au Mali ressemblera un jour à comment ils font de la politique en Tunisie, j'en doute. Donc, la taille de ce continent passe souvent inaperçue, mais surtout les diversités passent inaperçues. C'est vrai. Nous sommes un continent sacrément varié avec d'énormes spécificités. Beaucoup de cultures différentes. Ça va être terrible. Donc, ça va prendre énormément de temps pour qu'il y ait un truc africain.
Mais pour le moment, pour moi, c'est en construction. D'accord. Donc pour toi, et ceux qui parlent de panafricanisme. Oh. Le panafricanisme, c'est un concept farouchement bien. Okay. S'il est utilisé comme il a été pensé. Alors, comment est-ce qu'il a été pensé? C'est qu'en 1900, des jeunes afro-descendants de Grande-Bretagne, d'Amérique du Nord, se retrouvent à Manchester pour mettre en place un groupement qui va leur permettre de se donner la main et de faire face aux difficultés qu'ils vivent dans les pays où ils se trouvent. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ce premier sommet du panafricanisme, il y a, selon certains historiens, il n'y avait que 4 personnes qui étaient vraiment venues du continent africain. Les autres étaient déjà oui, ils étaient déjà de là-bas. Donc, première, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Et ça explique toute la dynamique que nous voyons. C'est-à-dire qu'ils étaient en majeure partie en position de minorité chez eux. Ils étaient minoritaires. Donc, c'est une minorité qui tente de se battre pour avoir accès aux mêmes droits que la majorité. Et si vous regardez très bien, vous vous rendez compte que ceux même sur le continent africain qui disent qu'ils sont panafricains se comportent comme une minorité parmi une majorité. Alors qu'ici, chez eux, ils ne sont aucunement minoritaires. Donc, en 1954, avec les Kwame Nkrumah, il va y avoir cette volonté d'africaniser en fait le concept du panafricanisme. Jusque-là, ça sonne bien, mais qu'est-ce que je dis toujours aux gens et qui frustre beaucoup de gens? Je suis désolé, mais c'est la réalité. C'est frustrant, je comprends bien, mais regardons clairement. Si nous regardons clairement, les chefs d'État, premiers chefs d'État panafricains, surtout en Afrique de l'Ouest, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré. Okay. Quel est le bilan? Honnêtement. C'est vrai. Le bilan est sombre. C'est vrai. Kwame se fait... Bon, après, Sékou Touré a réussi à avoir l'indépendance. Oui, en 1958, il va à l'indépendance. C'est ça. Mais c'est en fait ça qu'on devrait expliquer aux gens. Qu'il ne suffit pas de dire « je veux », qu'il ne suffit pas aussi de dire « j'ai ». C'est ça. Que tout, en politique, c'est les détails qui comptent. La Guinée prend son indépendance en 1958. Aujourd'hui, regardons la Guinée, regardons toute l'instabilité qui va avec. Donc, est-ce que les éléments, pour que cette indépendance qui a été prise et déclarée, est-ce que les éléments ont été réunis pour qu'elle soit vraiment une Guinée indépendante? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qui reste posée. Si rien que durant la dernière décennie, un chef d'État guinéen débarque en France, récupère un soldat français, ramène ce soldat français en Guinée, qui ensuite le met à la tête d'une unité spéciale, qui ensuite prend le pouvoir. Ça vous dit à quel point la structure de cet État n'est pas solide. est facile à ébranler. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Tous nos premiers chefs d'État, en tout cas la majeure partie, dans notre sous-région, étaient tous RDA. C'est le RDA. C'est ça. Certains vont très vite se rendre compte, parce que le RDA, c'est un parti proche du Parti communiste français. Ça, exactement. Certains vont très vite se rendre compte que cette histoire de gauche, ça ne fonctionne pas pour l'Africain. Ça ne fonctionne pas pour l'Africain. Je prends l'exemple, en Côte d'Ivoire, les ethnies, c'est très sensible. Prenons l'exemple sur le Mali. Si vous prenez un Maraka, Soniké, il ne peut pas vivre de façon communiste. C'est impossible. Lui, sa vie, c'est acheter et revendre. C'est voyager, acheter, revendre. Vous regardez un Djok Ramer. Pareil, c'est la vente. C'est là aussi qu'on parle de culture. C'est pourquoi ça rejoint la question. Tu regardes un Peul, il élève son bétail, il vend, il récupère, il vend. Exactement. Tout ceci, c'est des comportements de libéral. C'est ça, exactement. Donc, quand les gens ont tenté de mettre du communisme autour de ces sociétés profondément libérales, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a la structure profonde, parce qu'ils font face à un premier challenge. Le premier challenge, c'est celui de la main-d'œuvre. Qui avons-nous?
C'est des pays qui ont à peine 3 millions d'habitants en 1960. À cette période-là, ouais. Et avec ces 3 millions d'habitants, il n'y en avait pas un qui avait 5% de personnes alphabètes. C'est-à-dire de 5% de gens qui sont allés à l'école. Il n'y en a pas un. Il faut de la main-d'œuvre pour tenir un pays. D'ailleurs, certains qui ont l'avantage de la taille, ça c'est peut-être la Côte d'Ivoire et le Sénégal, parce que c'est une petite taille. Ça, exactement. Ça même, c'est facile à gérer. Quand tu as 1 241 000 km² à gérer, et que tu as à peine... Tu n'as pas assez de main-d'œuvre, ça arrive même en vérité. Donc, premier défi, c'est créer la main-d'œuvre. Et c'est pourquoi, très généralement, moi je parle de ce qui est afro-pragmatique, en vue de renforcer l'esprit afro de la gestion de l'État. Parce que jusque-là, le panafricanisme nous parle de notre culture, de nous aimer nous-mêmes, de nous respecter nous-mêmes, de nous accepter nous-mêmes. Ok, d'accord, tant mieux. Mais en termes de gestion, qu'est-ce que ça veut dire? Cette question n'est pas répondue. C'est clair. Je pose toujours la question, je dis, est-ce qu'un panafricaniste ou est-ce qu'un panafricain quelle est sa position économique? Quel est le modèle économique du panafricanisme? On dira non, consommer africain. Mais consommer africain, c'est un slogan. Quel est le modèle? Quelle est la structure? C'est ça, parce que généralement, c'est ça, en fait. C'est tout africain. Africain. Mais on sait tous que ça, c'est un leurre. Si le Chinois nous vend ce bol à 200 francs et qu'au Bénin, on peut l'acheter à 600 francs, tout le monde ira acheter en Chine. C'est vrai. Donc, la réalité est qu'il faut un véritable modèle. Il faut savoir comment faire fonctionner ça. Par rapport à la gestion de l'État, selon le panafricanisme, comment est-ce qu'on élit un chef d'État qui dit que oui, nous ne sommes pas dans la démocratie, nous sommes dans le panafricanisme. Comment est-ce que, selon le panafricanisme, comment on choisit le chef d'État? Du coup, c'est pas sur le modèle démocratique, on ne sait pas. Selon le panafricanisme, comment est-ce qu'on structure le gouvernement? Exactement. On ne sait pas. Donc, tant que le panafricanisme n'a pas de réponse pour ces questions-là, moi, je suppose que c'est un mouvement culturel qui nous aide à nous aimer et à nous reconnaître nous-mêmes, mais qui ne contribue pas Pourtant, encore, il n'y a pas encore de base politique autour du panafricanisme. Il n'y en a jamais eu. En fait, la transition du mouvement politique, du mouvement communautaire panafricain à un mouvement politique n'a jamais eu lieu. Ils en ont parlé, des gens ont tenté d'élaborer. Cheikh Anta Diop a écrit, oui. Kwame a écrit, oui. Mais quand tu compares les écrits, ils disent jamais la même chose. Parce que chacun finit par y mettre son idée, parce qu'ils n'ont pas mis une véritable structure. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans du pragmatisme. Ce qui nous arrange, c'est ce que nous devons faire. Et ça marcherait bien pour tout le monde. On va revenir sur l'afro-pragmatique après, tout à l'heure. Aristote disait l'homme est par nature c'était quoi la phrase déjà? Un animal politique. Un animal politique, merci. Est-ce que cela veut dire justement que la politique est culturelle par essence? Non, comme c'est l'homme qui par essence est toujours en activité pour se construire un meilleur cadre de vie. Tout ce que nous faisons tous les jours, quand quelqu'un discute avec sa femme à la maison, c'est dans le but d'avoir un cadre de vie qui lui convient. Et madame aussi essaye de ça, même le mariage, oui. On veut des enfants, c'est dans le but d'un cadre de vie. Donc, tout ce que nous faisons, comme la politique se définit par essence comme étant gérer la cité, c'est-à-dire établir un cadre de vie, en tout cas vivable pour tout le monde. Donc, l'humain est naturellement en quête de ce cadre de vie qui lui est convenable. Donc, l'humain, par essence, veut ce cadre de vie et donc, par conséquent, il est obligé de faire de la politique. Et c'est pourquoi, peu importe où il se trouve, il tente toujours. Vous trouverez bien évidemment, nous, Africains, aujourd'hui, on peut bien rêver d'avoir le niveau de développement des États-Unis. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous trouverez des Américains qui vous diront « Oh, ce pays, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, il faut tout changer ici. » Mais c'est comme ça, c'est que l'homme, à partir de là où il se trouve, est toujours en train de chercher mieux. Et bon, parfois il y arrive, parfois il n'y arrive pas. Je vois. Je disais, souvent je dis que par rapport à ça, justement, quand on veut en tout cas parler de la culture, tout à l'heure tu parlais de les Djoks, ils ont leur manière de vivre, de fonctionner, les maracas, etc. Dans nos traditions, voilà, on a les chefferies,
on a les arbres à palabres, tout ce genre de choses-là, qui jouent un rôle précis avec le Conseil des sages, etc. Si. Et je pense que, est-ce qu'on peut réellement moderniser, entre guillemets, la politique africaine sans tenir compte de ça? Mais c'est ce qui est fait en vrai. Les gens ne se rendent pas compte. Ce modèle de chefferie, d'arbre à palabre, machin, en fait, on parle beaucoup, par exemple, de la charte de Kouroukanfouka, qui a été précédée par 8 autres chartes. Très peu de gens en parlent. Mais chacun des royaumes, des empires qui l'ont précédé avait une charte. Chacun? Oui. Kouroukanfouka est devenu célèbre parce que, en vrai, c'est une synthèse de toutes ces chartes, mais c'est aussi la charte qui prend en compte les valeurs humaines d'abord. Donc, on dit que c'est la première constitution établie qui parle de droits de l'homme. Certains se sont limités à dire que c'est la première constitution du monde, c'est faux. La constitution de Rome, ça date de bien plus longtemps. Jules César, c'est près de plus de siècles plus âgé que Soundiata Keïta. Non, ce n'est pas la première constitution écrite, mais c'est la première qui, selon bon nombre d'observateurs, parle des droits humains. Alors, si on regarde le fonctionnement de l'État selon cette charte, on parle de l'empereur et on parle de certains gouverneurs, des vassaux, des rois télés. Voilà ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est en vrai ça. L'empereur suppose que l'empire a changé de nom et c'est devenu la République. Le président de la République joue le rôle d'empereur. Les gouverneurs jouent le rôle de roi télé. Les ministres jouent le rôle du conseil. Le conseil des sages, c'est le parlement. C'est le même modèle. En fait, c'est le principe, il est simple, c'est la répartition du pouvoir. C'est qu'il n'y a aucun des éléments qui détient l'entièreté du pouvoir. Et donc, tant que ce principe est respecté, nous sommes dans le modèle qu'est le nôtre. Maintenant... Et cette cohabitation, justement, nos chefs traditionnels, nos conseils de sages, etc., avec cette république qu'on parle aujourd'hui, en vérité. Ouais, je pense que, la République a tout intérêt à jouer pleinement son rôle. Il y a dans de nombreux pays, cette cohabitation est difficile et contribue à fragiliser la République. Donc la République a intérêt à trouver les voies et moyens de ne pas permettre que dans la République vive une République. Ce n'est pas forcément éradiquer la chose, parce que ça fait partie de notre identité. Ce n'est pas non plus dénigrer la chose, parce qu'encore une fois, ça fait partie de nous, mais c'est trouver les voies et moyens de réguler ça, de telle sorte que ça ne puisse pas être un frein pour notre épanouissement. Parce que à chaque fois qu'on essaye de s'épanouir, il y a quelqu'un n'est pas content de quelque chose, c'est compliqué, très compliqué. Les Africains ont souvent aussi essayé de vouloir couper, si je peux dire ça comme ça, les racines, en important justement les racines étrangères, des modèles étrangers. La démocratie aujourd'hui, ça nous vient de là-bas, si je peux dire ça comme ça. Je ne suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? Moi, je trouve que les gens qui disent ça, ils connaissent mal notre histoire. Parce que c'est un mot qu'on utilise. C'est Demos Kratos. Donc, comme c'est latin, on finit par dire oui, ça vient de là-bas. Mais la démocratie a des principes. Et ces principes, c'est la représentativité. Est-ce qu'avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas un modèle de représentativité ici? Avant que les Blancs viennent, avant qu'eux, ils fassent leur colonisation, notre premier contact avec le monde extérieur, c'est le monde arabo-berbère. Par rapport, par exemple, à l'Empire manding, Ibn Battuta disait qu'il n'avait jamais vu une société aussi bien organisée, où les droits étaient respectés, où la justice régnait, où le bon comportement était tel que lui, il avait pu laisser ses affaires posées pendant des jours et que personne ne touché. Il y avait déjà cette base-là. Moi, je pense même que c'est au contact de la civilisation arabo-berbère et ensuite au contact de la civilisation occidentale que nous avons perdu notre base démocratique. Je pense qu'au lieu même de nous l'apporter, ils ont tenté de nous le prendre. Mais nous sommes foncièrement démocrates. Chez nous,
démocratie, par exemple, cette séparation du pouvoir et la représentativité. Quand on peut épouser une femme, ce n'est pas son père qui décide. C'est vrai. C'est lui qui lui a donné la vie, c'est lui qui s'en est occupé. Mais le pouvoir de sceller le destin familial n'est pas seulement qu'à lui. Donc, notre mécanisme a toujours été ça. Quand quelqu'un veut se marier chez nous, c'est toute la famille qui se mobilise, et financièrement et matériellement, pour que le projet se fasse. Nous avons toujours fonctionné selon le modèle démocratique. Maintenant, les gens sont restés dans cette fixation d'un concept importé. Néanmoins, même au-delà de ça, si la démocratie est un concept importé, qu'est-ce que nous préférons à ça? La dictature? La question. Qu'est-ce que nous préférons à ça? L'esclavage, peut-être? C'est vrai. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de modèles qui respectent la dignité humaine. Bien sûr, bien sûr. La dignité humaine, elle est mieux respectée quand nous pouvons choisir nos dirigeants, quand nous pouvons choisir leur mandat, quand nous pouvons influencer la prise de décision. Mais si nous-mêmes nous décidons de nous ôter tout ça, c'est que nous acceptons d'être des sujets soumis. Et je pense que nous avons été soumis pendant 400 ans de colonisation arabo-berbère, une autre centaine d'années de colonisation occidentale. Il est temps quand même que l'Afrique puisse avoir sa liberté et que les Africains puissent définir leur destinée sans qu'un homme ou un groupe d'hommes ne puisse se déclarer capable de dicter la vie comme le faisait le colon. Peut-être que c'est le mot, peut-être c'est la démocratie. Est-ce que ce ne serait pas de mettre la République, du coup? C'est pourquoi je préfère bien parler de République. Voilà. Oui, je préfère mieux parler de République. Parce que non seulement c'est le mot qu'on a laissé tomber, mais c'est la chose qu'on n'a pas expliquée. Exactement. La République, elle n'a pas été comprise du tout. C'est ça. Du tout. Et il faut travailler à ce qu'elle soit comprise. Qu'on comprenne quel est le rôle du chef de l'État, quel est le rôle d'un gouvernement, quel est le rôle des leaders locaux, que ce soit gouverneur, préfet, sous-préfet, maire, député. Quel rôle joue chacun? Parce que parfois, l'Africain, il s'en prend au chef d'État, alors qu'en vrai, cette fonction est déléguée au maire. Et donc, les maires sont les élus, en fait, le maire, c'est la fonction la plus importante en démocratie. Exact. Mais tellement que le leadership local est négligé sous nos cieux, les maires sont tranquilles. Tu vas demander aux gens tout de suite quel est le nom du maire de leur commune. Ils ne savent pas, ce n'est pas leur problème. Mais quand ils ont un problème, ils s'en prennent directement au chef de l'État. C'est dommage. Mais est-ce que ce n'est pas justement le fait que peut-être tous les pouvoirs sont concentrés sur le président? Quand je parle de pouvoir, je veux vraiment parler en termes de mise en avant. C'est-à-dire que tu as même des maires ou des députés qui mettent en avant justement toujours le chef de l'État, etc. Donc, est-ce que c'est pas dû à ça? Ça, c'est notre... C'est un aspect culturel que nous avons, parce que pour nous, le chef, c'est le chef. C'est ça. Tout est fait pour le chef. Exactement. Le chef, c'est le chef, tout est fait pour le chef. Sinon, en vrai, l'organisation que nous avons, le chef d'État, il est trop loin du citoyen. Le chef d'État prend des décisions qui servent à créer le cadre. Mais le travail opérationnel, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est clair. Donc, cet opérationnel, est-ce que les ordures ont été ramassées? Est-ce que le centre de santé communautaire est opérationnel, effectif? Est-ce que l'école dans nos communautés fonctionne? Est-ce que la police municipale est en train de faire son boulot? Tout ça, c'est les fonctions locales qui appartiennent aux mairies. Et malheureusement... Est-ce que les populations le comprennent? Non. Est-ce qu'on leur a expliqué? C'est ça, parce que à côté de ça, quand par exemple il y a des événements positifs, par exemple, je sais pas, il y a un pont. On va prendre ce cas-là, vu que c'est souvent ce qui est utilisé. Il y a un pont qui est construit ou qui sort de terre. Bah, on félicite le président, le président qui l'a fait. Et quand il y a peut-être des éléments négatifs, entre guillemets, c'est le chef de l'État aussi à qui on s'en prend. En fait, ça, c'est la conception que nous avons. C'est comme dans nos familles. Okay. On ne sait pas qui fait quoi. C'est ça. Mais on finit toujours par dire que c'est la famille du chef de famille. La famille, quand c'est bien, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est lui. Alors qu'en réalité, les gens ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut travailler à déconstruire. Okay. Je pense que certains chefs d'État font un excellent boulot de déconstruction parce qu'ils travaillent beaucoup à s'effacer.
à ne pas être absorbé toujours dans les C'est médias, toujours machin. Ça, c'est très important, qu'ils puissent laisser la place aux autres maillons de la République de jouer leur rôle et de démontrer qu'ils sont là, pour que le citoyen prenne l'habitude de se référer à eux aussi. Bon, c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. C'est aussi ça. C'est ça. En Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique, on observe souvent que ce soit la religion, les ethnies, tout cela en tout cas influence souvent les votes. Là, même on est en période électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est souvent, je vote celui-là parce qu'il est de ma religion, je vote celui-là parce qu'il est de mon ethnie. Est-ce que tu penses que c'est un problème qui a été créé par les élites ou c'est ancré? Ça arrange certaines élites. Ok. Donc, comme ça les arrange, ils ne font pas beaucoup de boulot de déconstruction. Ok. Mais ça ne part pas ce n'est pas qu'un problème africain. Les dernières élections américaines, Trump a gagné Philadelphie. C'est grâce à une petite communauté religieuse qui s'appelle les Hassides. C'est des juifs orthodoxes fermes. Et Biden avait pris une décision pour les empêcher de faire leur propre lait. D'accord. Il y en a 200 000 qui sont sortis. Ils ont emporté l'état de la victoire à un président. Donc, pour dire que oui, les communautés, qu'elles soient religieuses ou ethniques, ont souvent des intérêts. Et les personnes capables de servir leurs intérêts peuvent être en réalité des points de vote. C'est-à-dire, je peux voter pour quelqu'un parce qu'il a une politique qui arrange ma communauté. Par exemple, si je suis peul éleveur, quelqu'un qui a une bonne politique ou de bonnes stratégies par rapport à l'élevage, je voterai pour lui parce que ça arrange ma communauté. Maintenant, transformer la politique ou la sphère politique elle-même à un jeu d'ethnie contre ethnie, ça arrange qui au final? Les élites. Oui, bon, en vrai. Parce qu'au final, Machiavel disait vaut mieux être craint qu'être aimé. Oui, il le disait. Voilà, mais il dit à défaut des deux. Voilà, c'est vrai. À défaut ça, c'est des la deux. partie. C'est vrai. Donc, c'est que, bon, le mieux, ce serait que l'on puisse venir ensemble et que ce soit un choix basé sur nos intérêts. Quand c'est basé sur nos intérêts, c'est objectif. C'est que oui, telle personne, nous l'avons vu travailler, nous savons comment elle travaille, elle a fait des choses qui nous ont été utiles, nous voulons lui donner la force ou la possibilité de faire plus en fonction de nos intérêts, mais pas simplement parce qu'on porte le même nom ou qu'on vient du même village. Mais est-ce que justement l'Afrique aujourd'hui est prête à ça? Je pense qu'elle se dirige là-bas de plus en plus. Pouvoir regarder les projets de société ou le fait que la personne ait travaillé ou pas. Ça ne va pas d'abord être les projets de société. Les projets de société, je pense que ça viendrait en seconde phase. Ça va d'abord être des bilans. Il y aura beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Parce que les réseaux sociaux ont transformé tout Africain en critique politique. Donc, il y a beaucoup de critiques politiques. Et ça fait que les gens s'intéressent à ce qui a été fait, à comment ça a été fait. Et cette information est facilement disponible. Pour les bilans, c'est de la lecture qu'on demande. Et on sait que c'est pas notre point fort. Sauf si les candidats décident de nous filer un coup de main en enregistrant, en demandant à leur parti ou à leur structure politique de faire des enregistrements vidéo de leur bilan, point par point, et dans toutes les langues locales. C'est de dire, on prend un militant qui est sur nouveau, il explique le programme. Et on diffuse. Un qui est baoulé, il explique le programme. Un qui est à Caen, il explique le programme dans les langues nationales. Comme ça, les gens peuvent simplement écouter. Et ça peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a accès à ça. Mais quand ça reste au programme écrit, ils ne vont pas lire. C'est mort. Donc pour toi, tu penses que la politique africaine est plus communautaire ou idéologique? Aucun des deux. Aucun des deux. C'est pourquoi je disais au départ que ça va nous prendre un peu de temps avant qu'on arrive à la culture politique africaine. Parce que pour le moment, on jongle dans tous les eaux, on nage un peu partout et on essaie de prendre des marques. Il y a parfois des gens qui sont idéologiques, il y a d'autres qui sont communautaires, mais on n'a pas encore développé une culture politique réelle, propre à nous. Si, on ne l'a pas encore développée. Mais on y arrivera, je pense que ça viendra. Je pense que la culture politique d'une personne, pas forcément africaine, mais surtout même africaine, surtout même africaine, tu penses qu'elle se transmet de par la famille ou
l'enfant lui-même, il se développe et puis il développe sa propre culture politique. Il y a un penseur politique qui dit, si j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois, j'ai bien raison de penser ce que je pense. Okay. C'est toujours forgé par l'environnement. C'est forgé par ce que nous pensons être juste ou ce que nous pensons ne pas être juste. Et bien évidemment, la famille a un impact dans cela, mais je pense que la conviction politique, elle est personnelle. Okay. Et c'est en fonction du vécu de la personne, en fonction de ses ressentis, en fonction de sa façon de réfléchir, en fonction de sa compréhension du monde. Et très généralement, même ceux qui font long feu en politique, c'est toujours des gens qui sont au diapason de ce que leur famille promet. C'est ça. Donc, ils sont extrêmement loin de ça. Donc, c'est pas que ça, mais c'est un facteur, oui. Ok. Et l'éducation, en vérité, l'éducation, on dit souvent que c'est une sacrée arme. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une arme très puissante. C'est elle qui nous manque jusqu'à. Voilà. Est-ce que tu penses que nos écoles, je sais pas, est-ce qu'ils participent ou contribuent justement à cette culture politique? Bon, ils participent à cultiver l'homme. Par conséquent, ça a un impact sur la culture politique. Okay. Mais ils devraient avoir un meilleur boulot. D'accord. La République doit être enseignée. La démocratie doit être enseignée. Les institutions et leur respect doivent être enseignés. Exactement. Il faut que cela soit inclus dans le comportement de tout un chacun. Moi, quand j'étais au lycée, je suis arrivé aux États-Unis, j'étais au lycée. Il y a un truc que j'ai vraiment respecté, en tout cas ça se passait dans mon lycée, où chaque matin... L'hymne. Non, pas l'hymne. Le drapeau là, non? Ils disent, il y a le principal, c'est-à-dire le proviseur, machin, il prend son micro et il demande à tout le monde de se lever, nous allons prêter salut au drapeau des États-Unis. C'est ça. Et il ne chante pas lui, mais il prête serment. Ok. Au lieu de chanter l'hymne, il prête serment. Ils disent... I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to serve and protect its constitution, serve and protect freedom anywhere, everywhere, one nation under God. May God bless America. Exactement. Que je fais allégeance au drapeau et à la constitution des États-Unis d'Amérique. De servir et de protéger sa constitution, de servir et de protéger la République, la démocratie et nos institutions. C'est ça. Nous sommes une nation que sous Dieu. Que Dieu bénisse l'Amérique. Si nos enfants faisaient des serments comme ça tous les jours, et qu'ils ont, c'est pourquoi ils développent ce sentiment d'appartenance. Voilà, nous appartenons à une république, nous sommes au service d'une constitution, nous sommes au service d'une nation, pas que de nous. C'est pour ça que l'Américain, il grandit avec ce... Ah oui, leur degré de patriotisme, c'est incroyable. C'est d'ailleurs contagieux. Hein. La majeure partie de gens qui les côtoient, tu finis par avoir... cette fibre patriotique. Tu aimes ton pays d'une certaine façon. Parce qu'ils font ça et ils te donnent envie de faire ça. C'est ça, et tu penses que c'est ce qui nous manque réellement ici? On ne cultive pas l'amour du pays. Okay. Tu sais, quand, sous nos cieux, en Afrique de l'Ouest, hein, si tu demandes à quelqu'un, mais toi, tu es quoi? Si tu demandes à quelqu'un, mais toi, tu es quoi? Il dit, ah non, je suis Djoula. Je suis nouveau. Je suis nouveau. Ah non, moi, je suis Odjeneka. Ouais. Mais très rares sont ceux qui répondent par je suis ivoirien, je suis malien. Je suis... En fait, la République vient en troisième position. Les gens s'identifient d'abord par leur ethnie, ensuite ils s'identifient par leur religion, et ensuite ils pourront parler de la République. Et c'est cette tendance qu'il faut réussir à inverser pour qu'on ait plus de stabilité, plus de cohésion et plus d'adhésion à la République. C'est surtout ça. Et c'est là où on dit peut-être que ça sert les élites. C'est pour ça qu'ils n'essayent pas de déconstruire ça. Ah, écoute, on ne s'adresse pas à l'élite actuellement. Pas à l'élite actuellement. Donc, il faut parler à ceux qui doivent s'améliorer. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, tu penses que l'art à proprement dit, c'est-à-dire avec les artistes, etc., la musique, peu importe, hein, tu penses que ça peut transformer la culture politique d'une jeunesse, par exemple? Mais absolument. Absolument. Je pense que c'est d'ailleurs l'élément imparable. Bon, souvent, nos artistes font l'erreur de se mettre à disposition des politiques. D'accord. Mais ce n'est pas ça. Ils doivent beaucoup plus être axés sur l'instruction. Hein? Et j'ai envie de dire l'instruction civique. Qu'ils puissent travailler à expliquer à travers leur art
comment c'est supposé être, comment c'est supposé fonctionner, qu'est-ce qui est bien pour nous. Ne pas chanter les gens, ne pas chanter les partis, ne pas chanter les louanges des gens, mais plutôt aider nos concitoyens à mieux intégrer les règles par lesquelles nous pouvons nous épanouir. Et moi, je pense que là, ils feront un meilleur boulot. Jusque-là, les politiques aiment bien les avoir avec eux pour qu'ils chantent leurs louanges. Bah, d'ailleurs, maintenant, il y a de moins en moins d'artistes engagés qui, justement, deviennent le relais, entre guillemets, de la population. Il y en a de moins en moins, non? Ouais, bon, comme le dit Didibé, je peux rapper comme ça, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dedans. Les artistes engagés, ils n'ont pas fait beaucoup d'argent. C'est ça. Ça ne donne pas aux plus jeunes envie de reproduire le modèle. C'est clair. Mais il faut que nous trouvons, peut-être, c'est là aussi où notre République, la République aussi doit se donner les moyens d'inciter ses enfants d'aller sur le droit chemin. Okay. Moi, j'ai aimé quelque chose au Sénégal, c'est que sous Macky Sall, le Sénégal avait décrété 1 milliard de lignes budgétaires pour les arts urbains. Ok. Rap, tout ça. Ouais, 1 milliard chaque année. Au moins, s'ils avaient un petit budget, c'est pas énorme, mais ça aide ce art à exister. Okay. Et voilà, ils avaient un petit conseil avec le ministre de la Culture où ils discutaient de quel festival organiser, à quel délai et tout ça. Okay. Donc. D'accord. Et là, on va se diriger un peu vers la nouvelle culture politique. Est-ce que toi, tu penses que les jeunes Ivoiriens ou Africains sont en train de créer ou bien même de développer, par exemple, une culture politique basée sur les idées et non sur les appartenances identitaires? Tu sais, pour le moment, le problème avec nos jeunes, c'est qu'ils ne veulent pas se construire. Okay. Ils veulent recevoir. Donc, très facilement, ils commencent dans la vie associative, ils se font un nom, ils sont un peu connus, ils ont une petite masse, et très tôt, ils s'attachent à un mentor politique qui devient le levier, et ils commencent à parler selon lui, à agir selon, à faire selon. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on y arrive. Moi, quand je retourne des études, j'arrive au Mali, il y a plein de gens qui veulent me transformer en leur bon petit. Tu vois, le truc de petit. C'est pas ça. Tu préfères avoir tes idées. C'est dur. Hein? Quand tu as tes idées, que tu essaies de les élaborer, de les structurer, de les mettre sur pied, ça demande beaucoup de travail. Bien sûr. Ça demande souvent des moyens que tu n'as pas. Et le challenge, c'est que tout le monde te tire dessus à la fois. C'est que, vu que tu n'appartiens pas à un camp, tu subis tous les camps. C'est ça. Mais il faut avoir un mental suffisamment solide. Hein. C'est clair. Il faut avoir un mental, il faut avoir du courage, il faut avoir du caractère. Des gens qui ne... Tout à l'heure, j'étais assis, j'écoutais une vidéo de quelqu'un qui semblait parler de moi. Ok. Et la personne dit que non, elle aime bien m'écouter et elle comprend ma position, mais son problème à elle, c'est que je semble vouloir dire que la jeunesse africaine est paresseuse. Je n'ai pas dit, mais je semble vouloir. Selon elle. Donc, parce qu'elle se rend compte que de plus en plus de jeunes m'écoutent. Et ça n'arrange pas sa position. Donc, comme ça n'arrange pas sa position, elle imagine un scénario où elle va venir mettre les jeunes en colère contre moi sous prétexte que j'ai traité de paresseux. C'est ça que tu vas vivre. Hein. Ça, c'est le niveau minimal. Il y a ceux qui se mettent à parler de ta famille, il y a ceux qui essaient de dire, bon, tu es un pion de la France, un pion de l'impérial. Ils disent tout plein de trucs. Mais il faut se connaître soi-même. Bien sûr. Hein? Se connaître soi-même. Par exemple, et quand tu te connais toi-même, ça ne t'atteint pas. C'est vrai. Moi, j'écoute ce qu'ils racontent parfois. C'est ça. Je passe mon chemin. Ouais. Parce que je me sens... Je suis tranquille avec ma conscience. Ce que je dis, ce que je fais, je suis en parfaite harmonie avec ça. Je jure, hein, je dors très bien avec ça. Donc,
Mais c'est à ça qu'il faut s'attendre. D'accord. Et beaucoup de jeunes fuient ça. Donc, pour construire quelque chose de nouveau, parce que l'ancien existe et l'ancien a du pouvoir, l'ancien est puissant, l'ancien a des instruments, l'ancien a des défenseurs. C'est ça. L'ancien va te combattre Bien sûr. et ça va te frapper de plein fouet. Bien sûr. Et c'est contre ça qu'il faut résister. Et l'autre chose, c'est ceux-là aussi qui décident d'utiliser leur force pour détruire l'ancien. Ce n'est pas nécessaire. C'est clair. On ne se concentre pas sur détruire l'ancien, on se concentre sur construire le nouveau. Construire le nouveau. Et quand le nouveau est suffisamment construit, suffisamment solide, le remplacement se fait facilement. Ça se fait, mais ouais, bien Donc sûr. il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapport de Il n'y a force. pas de rapport de force. Et de toutes les façons, si c'est un rapport de force, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas. Hein. Super. Pas gagner comment. C'est clair. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette génération Z, là, par exemple? La Gen Z. Et voilà, on a pu voir au Népal et là, ce qui se passe au Madagascar, ce qu'ils font. Et c'est vraiment cette génération qui a réussi, entre guillemets, à faire ce qu'ils font, bien ou mal, ça, on ne sait pas. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, toi, tu penses quoi de cette génération par rapport à nous Elle est puissante, très puissante. Ok. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait un travail énorme d'éducation. C'est ça. Parce que cette puissance, quand on la mélange à l'absence d'éducation, ça se retourne très vite contre C'est ça. Je pense beaucoup à une jeune dame du Soudan, Dalia Youssef, Ok. qui a piloté toute la révolution soudanais. La révolution du pain, là, je ne sais pas si Ouais, tu as entendu. ouais. Elle a tout piloté avec des SMS. C'est ça. C'est incroyable. Ouais, ils ont coupé Internet. Je l'ai croisé une fois. parti On par a SMS. fait une formation ensemble. Ok. Elle me dit, j'étais couché sur mon lit et j'envoyais des Tout SMS. par texto. Et ça a fait tomber un régime qui était autocratique, C'est un incroyable. régime de main de fer, C'est incroyable. que les gens arrivent à faire tomber avec un SMS. Avec des SMS. Moi, je dis, comme je te disais tout à l'heure, le but, ce n'est pas de détruire. C'est ça. Le but, c'est de construire. On peut faire ça. Quand c'est nécessaire, bon, parfois, il faut y aller à l'impossible. Mais du mieux que nous pouvons, nous devons être des gens qui apportent Ok. une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon Comme de tu dis, faire. construire le nouveau. Construire le nouveau. Donc, cette génération, elle a une capacité énorme à soit construire le nouveau ou à tout détruire. Et facilement, elle se laisse manipuler. Parce que ça, c'est ce qui est déplorable. Quoi. Bien C'est sûr, que bien sûr, bien sûr. des gars qui... la majeure partie des gars bruyants dans la politique africaine, machin, ceux qui ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des gars qui n'ont pas de consistance. Bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas suffisamment étudié, ils ne sont pas suffisamment formés, Ils n'ont pas mais de contenance. voilà, ils nagent sur les émotions de nos jeunes et les conduisent au pire. C'est ça. Oh, il y a des peuples, hein, le mien, certains de nos voisins, où bon, la jeunesse, elle a crié révolution, parce que pour elle... À un moment donné, Mais au bout de quelques années, ça revient comme si on n'a rien fait. Comme si on n'a rien fait. Et comment tu imagines justement cette jeunesse africaine? Comment tu imagines la culture politique africaine dans 10-20 ans? En fait, nous sommes chanceux aussi. Parce que, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays va permettre à ce que les gens puissent voir la différence entre ce qui fonctionne et ce qui Ne fonctionne pas. Ok, je connais beaucoup de gens qui, par exemple, chez moi, au Mali, c'est révolution, oui, on est fatigué de machin, ok. Mais à un moment, si ta révolution te coupe l'électricité, En final, ta révolution te coupe l'eau, ta Je le refais révolution pourquoi? fait en sorte que tu n'aies plus de carburant, ta révolution fait que bon, ton business il meurt, tu vas te rendre compte très vite il ne fallait pas faire cette révolution. que peut-être qu'il y a une autre façon de faire. C'est ça. Donc je pense que l'opportunité aujourd'hui, c'est que cette jeunesse, elle est en train de faire ses erreurs Ok. et qu'elle va apprendre de ces erreurs-là Bien sûr, bien sûr. pour faire de meilleurs choix plus tard. Et le bon côté aussi, c'est que ça nous permet d'identifier les bons jeunes des mauvais jeunes. ça. Hein. C'est une période qui Bien fait sûr. le tri. Bien sûr. Et cette génération n'aura pas de difficulté à savoir... parce que bon, que l'on le veut ou pas, il n'y a pas un révolutionnaire à succès en Afrique. Il n'y en a pas. D'ailleurs, dans le monde, Ouais, il n'y a pas de révolutionnaire à c'est succès. vrai. C'est vrai. Mais il y a des dirigeants sobres, pragmatiques, intelligents à succès. À succès, Et donc, ouais. c'est ce modèle-là
qui fonctionne, peut-être regarder, qu'il bien faut sûr. regarder. Mais notre jeunesse, je pense qu'elle se fait un peu manipuler, surtout par un bon nombre de nos amis camerounais, qui n'arrivent pas à faire face à Paul Biya, mais qui sont tout sachants quand il s'agit de l'Afrique sur les de autres l'Ouest. pays, c'est Et ça, c'est exactement. dommage. Ça, c'est vraiment dommage. J'en parlais la dernière fois d'ailleurs. Ah, c'est Vous n'arrivez pas à faire face à Ah, vous avez un président qui est président depuis que le monde est bébé, jusqu'à ce que le monde est jusqu'à ce que tout le monde adulte. grandisse. Mais vous vous mêlez de trucs. C'est Bon, ça. pour moi, c'est de la manipulation. Et ça sert des intérêts personnels, mais ça ne servira jamais le collectif. C'est clair. Ça va détruire ça l'a déjà fait. Hein. Bien sûr. Le mal là où il est aujourd'hui, on le sait. Donc, il faut sortir de ça. Il faut être dans la construction. C'est tout ce que je leur dis. La haine contre l'Occident, machin. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est pas... Bah, comme tu dis, je répète encore une fois, il faut construire le nouveau. Il faut construire. Voilà, il faut arrêter d'être dans la haine et dans tout ça. Là, ça ne sert à rien. C'est clair. C'est pas totalement faux. Ok, donc du coup, bah, dans 20 ans, tu vois, toute cette culture politique africaine comment? Elle est renouvelée. Hein. Ok. Elle est renouvelée avec des gens qui ont déjà fréquenté le monde. C'est ça. Qui n'ont pas froid aux yeux. C'est ça. Je disais à quelqu'un une fois que, bon, peut-être qu'avant, si tu étais allé dans une grande école occidentale, tu étais spécial. C'est ça. Aujourd'hui, on est trop nombreux. C'est ça. Non, que peut-être que oui, avant, il n'y avait pas suffisamment de gens qui réfléchissent, mais il y en a suffisamment. Et il y en a plein qui arrivent encore. Bien sûr. Donc, dans quelques années, par le fait du savoir, les choses vont être différentes. Le débat politique sera différent. Voilà, parce qu'on va parler de structure, de technique. Exactement. On ne sera plus dans il faut, C'est il ça, faille, tel il est ethnie, nécessaire que. voilà. Ils ont dit que. Non, ça. on sera dans. Frère, bon. Voici comment ça fonctionne, voici comment ça se finance, voici quand ça s'exécute. Voici comment Le on va comment, faire. le pourquoi, la cause, les financements, c'est ça qu'on va discuter. Exactement. Et je pense que ça nous fera un très grand bien. C'est top. Et je suis d'avis avec toi, en tout cas. C'est gentil. Je suis d'avis avec toi. Bah écoute, là, Cheikh, on va passer à une section qu'on a ajoutée depuis l'épisode précédent Okay. à notre podcast. Donc c'est pour détendre un peu, hein, c'est un jeu. Okay. Et c'est en deux structures. Donc la première, c'est des citations. D'accord. Donc j'attends au retour que tu me dises c'est qui est l'auteur de cette situation, de cette citation. Je vais perdre. Je suis pas très cool en français. On va voir. Et la seconde, c'est un jeu de réaction. Donc, c'est-à-dire que je vais te donner des phrases et tu me diras ta réaction sur la phrase. Okay. Alors, donc le first, c'est la politique est l'art du possible. La politique est l'art du possible. Ça sonne très français, ça. Très français. Et, bon, c'est deux choses. Soit c'est un Chirac, soit c'est un Sarko. C'est Bismarck. Bismarck. C'est ça. Tu vois, la culture française, c'est pas mon truc. Non, en France, je m'intéresse beaucoup plus à Giscard d'Estaing. Ok. C'est mon politicien C'est ton français politicien, favori. ok. Bah, on va aller vers les States alors. Ok, ouais, ça peut aller. La démocratie est le gouvernement du peuple. Par le peuple. Pour le peuple. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ça, si on est aux États-Unis, je suis à l'aise. Tu es à l'aise. Il n'y a pas de souci. Après, là, c'est une situation qui est souvent attribuée. Donc ça, en vérité... En fait, c'est une partie d'un discours. C'est ça. Non, là, je parle du suivant. Là. Ah, le suivant. Ouais, c'est un discours qui est souvent attribué. Donc, on ne sait pas réellement si c'est la personne ou pas. Okay. Mais un peuple mal éduqué, facile à gouverner. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont dit ça. sous différentes formes. Exactement. C'est pour ça qu'il c'est très souvent attribué. Peuple mal éduqué, facile à gouverner. Moi, je pense qu'il y a un principe de Sun Tzu qui en parle. Ensuite, il y a Mao qui en parle dans le livre rouge. Et ensuite, il y a Machiavel qui en parle. Exact. Mais bon, je pense que Machiavel, très généralement, c'est de lui qu'on parle. Généralement, qu'on parle généralement. Mais là, on est sur du Lénine. Oui. Et ça part de... C'est Machiavel, c'est la suite logique. en vérité. Donc, ouais. Mais oui. C'est Machiavel.
Après, bon, la dernière, c'est gouverner, c'est faire croire. On a un très cher ici qui disait que la politique, c'est de la manipulation. On lui a dit non. Bon, Machiavel dit, gouverner, c'est faire croire. Gouverner, c'est faire croire. Faire croire, ce n'est pas que gouverner, hein, c'est la vie. C'est la vie en elle-même. Nous vivons d'espoir. C'est ça. Et tout ce que nous devons réussir dans la vie, c'est avoir cet espoir, C'est et croire, pour nous, bien sûr. et pour les gens qui sont avec nous. Donc oui, faire croire, dans un certain sens, conduirait à de la manipulation, mais dans l'autre sens, c'est cet espoir. C'est gouverner, c'est pouvoir dire, comme on le dit, c'est pouvoir, comme Moïse l'a dit, hein, Bien sûr. c'est dire à son peuple que je vous mènerai vers là où coule à flot le l'eau et Exactement, le lait et le miel. Et le miel. Donc, c'est surtout ça, c'est pouvoir montrer aux gens où l'on va et les amener à faire suffisamment d'efforts pour qu'on y arrive. Donc ça, pour moi, c'est comme ça que je comprends faire croire. Je ne le comprends pas dans simplement le sens de donner une illusion. Ok. Alors, parfois, c'est nécessaire de donner une illusion et beaucoup de leaders utilisent la méthode, mais je pense que la façon saine de comprendre ceci, c'est vraiment le faire croire en donnant de l'espoir. Tu penses que beaucoup de nos leaders africains ont lu Machiavel? Bon, personnellement, je ne trouve pas Machiavel très intéressant. Ok. Parce que Machiavel n'a jamais dirigé. Jamais. Mais on retrouve dans ce qu'il dit pas mal de manières de gouverner de certains, en tout cas, dirigeants africains. En fait, il y a un travail qui est fait à travers le temps et le monde. C'est que certains ont écrit des choses que d'autres ont toujours... Ils ont essayé d'adapter à leur temps. Okay. Donc, mais Machiavel n'a pas de véritable expérience de leadership. Bien sûr. Donc, parfois, je trouve qu'il est... machiavélique. Voilà, il est drastique, quoi. Ou il est dramatique. Bon, ceux qui s'en inspirent finissent toujours aussi par faire les frais. C'est lui-même qui le dit. C'est ça, bien sûr. Il dit que la stratégie du choc ne peut fonctionner que dans le temps. Et qu'au final, elle finit par se retourner contre son... C'est ça. C'est lui-même qui le dit. Et c'est qui, toi, ton auteur En fait, je lis en fonction de mes objectifs. Ok. Je m'intéresse beaucoup au sujet de gouvernance. Ok. Bon, je pense que les livres que j'ai aimés le plus... L'art de la guerre, c'est un classique. Je ne m'en débarrasse pas. Ok. Parce que bon, je suppose que tout le temps en guerre. Hein. George Bush fils, In the Middle of Decision Point. Ok. Il a un bouquin, il en a 3, mais Decision Point. Ok. Ils sont traduits? Ça, je ne sais pas. Okay. Je lis en anglais. On va dire ça à nos jeunes. Tony Blair, My Political Journey. Okay. J'adore. Malcolm X, tout ce qu'il a écrit. Ah ouais. J'adore lire aussi Einstein. Ok. Bon, je lis beaucoup. Franchement, Okay. Je peux continuer à citer, mais... Ton top 3 parmi tout cela? Si je dois faire un top 3 dans quoi... Bon, peut-être qu'il faut me définir une catégorie. C'est quoi? Ok. Bah, Quelle catégorie? Politique, on va dire. Politique, top 3, pour moi. Léopold Sédar Senghor. Ok. Ouais, si on est africain et qu'on s'intéresse à la politique, minimum. on veut lire Léopold Sédar Senghor. Ils ne le font pas. Les gens l'ont parce qu'ils l'ont caricaturé, de vendu, de machin. Il a perdu. Il n'a pas eu l'intérêt de cette nouvelle génération. C'est ça. Mais Léopold Sédar Senghor, pour moi, c'est un must. Il y a un bouquin qui s'appelle La politique de Platon à Mao. Platon. À Mao. C'est genre un parcours de toutes les transformations politiques qu'il y a depuis Platon jusqu'à Mao. Ça, c'est ce livre, je l'ai peut-être lu 90 fois. Quoi. À chaque fois que je peux. En fait, c'est même... Quand je stresse, c'est mon déstressant favori. Parce que le contenu est tellement dense. Ça plonge tellement dans
une réflexion profonde. Que, ouais, Donc le livre s'appelle De Platon à Mao. Ok. Bon, après, c'est ça. Je vais peut-être te donner deux autres au lieu d'un. Parce qu'il y a ces deux-là, je suis divisé entre eux. C'est lesquels? Malcolm X, Ok. By Any Means Necessary. Ok. Pourquoi? Parce que c'est le récit du courage. D'accord. Malcolm, pour moi, c'est le courage. C'est le courage de s'affronter soi-même. Parce que partir de dealer de drogue, de drogué, jusqu'à devenir Malcolm X, ça demande énormément de courage et de discipline. Mais aussi, c'est cette capacité à faire face à l'adversité. À l'adversité du blanc ségrégationniste, à l'adversité du noir ségrégationniste. Donc, je me demande souvent que si je n'avais pas suffisamment lu Malcolm et suffisamment compris, comment je ferais face à ceux qui parlent de ces pensées. Malcolm a forgé ce mental-là. Okay. Et le dernier, pour moi, le tout dernier, c'est Kwame. Hein? Kwame Nkrumah, ouais. Okay. Bien vrai que je ne sois pas dans la politique panafricaine, si. Mais il a écrit sur la conscience africaine. Okay. Et je pense que ce qu'il a écrit sur la conscience africaine, si les panafricains eux-mêmes le lisaient, ils vont changer la vie. On aurait une Afrique meilleure. Parce que il y a une question simple qu'on lui a posée, et je retiens toujours cette partie. On dit, qu'est-ce qu'un Africain inconscient? Okay. Il dit qu'il ne saurait définir l'inconscient, mais que pour lui, l'Africain conscient, c'est celui qui ne fait pas aux autres ce qu'on lui a fait qui ne lui a pas plu. C'est cet Africain qui ne traite pas un autre Africain comme le colon l'a fait. Wow. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui se disent bien africains, tous inconscients. Ils ne sont pas dans la logique de quoi. Ok, je sais qu'on va passer au deuxième jeu là. Ouais. Donc ça, c'est réagir en 30 secondes. Ouh. Donc, je te donne un mot, une phrase, et tu donnes ta réaction en 30 secondes. Culture politique ivoirienne. Wow. Beaucoup d'évolution, quête de stabilité, espérance, espoir et modèle. Voilà. Modèle. Modèle pour qui? Pour toute la sous-région. À 15 000 milliards de budget pour un pays comme... C'est énorme. C'est énorme. C'est un modèle, ça. C'est énorme. Jeunesse et politique. Instruction, compréhension, effort, discipline, perspicacité. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des jeunes. Absolument. Et c'est à saluer qu'ils ne tombent juste pas dans la haine et dans la manipulation. Ça ne sert à rien. Ok. Occident et Afrique. Passé. Passé. Voilà. En fait, je pense qu'il faut cesser de perdre son temps. Tu sais, moi, je ne suis même pas... Peut-être la politique américaine un peu, parce que bon, j'ai souvent des trucs de consultation, de conseils dans ça. Mais moi, si quelqu'un ne me l'a pas expressément envoyé, je ne sais pas si le président français a parlé. Ok, je vois. Je ne regarde pas leur journal. Ce n'est pas mon problème, en fait. Parce qu'il faut d'abord aller à ce stade de ce n'est pas mon problème pour pouvoir évoluer. Mais l'Africain se sent tellement concerné par ces choses. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous, quoi. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Est-ce que ce n'est pas dû au fait, justement, de l'époque, la France-Afrique, l'Occident, l'Afrique Tu sais, le négatif fait beaucoup de bruit. Je prends encore le modèle américain. Aux États-Unis, ils ne te parlent pas de la colonisation britannique. Ils te parlent de la révolution du Tea Party. Ça veut tout dire. Leur histoire commence à partir de leur victoire. C'est ça, de leur victoire. On devrait faire la même chose. Ça veut tout dire. C'est vrai. Et avant de continuer sur ça, l'afro-pragmatisme. Ouais. Ça, c'est l'avenir. You know? C'est ces dirigeants africains actuels et futurs qui vont réfléchir que par les enjeux. D'accord. Comment est-ce qu'on améliore l'éducation? Comment est-ce qu'on améliore l'infrastructure de l'éducation? Comment est-ce qu'on améliore sa qualité? Comment est-ce qu'on devient une économie respectée, respectable? Comment est-ce qu'on améliore le mode de vie des citoyens? Comment est-ce qu'on fait que notre IDH, indice de développement humain, puisse exploser? Comment on donne à l'Africain
un cadre de vie digne de lui. Et c'est pas un peu une idéologie, justement, internationale libérale? Possiblement, mais non. Ok. Parce que, bon, libéral, oui, parce qu'il faut de la compétition. Ok. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui a les ressources. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a les ressources, on est dans soit deux choses, l'industrialisation et la vente. Bien sûr. On ne peut qu'être libéral. C'est clair, c'est On clair. ne peut pas se caser dans En autre soi, chose. ouais, c'est ça. Mais beaucoup plus, c'est qu'il faut que nous sortions effectivement des idéaux qui sont préétablis. Ok. Parce que nous sommes tout nouveaux. Parce que le continent, pour la majeure partie, nous sommes 60 ans. Okay, bien sûr. Et donc, nous avons eu l'opportunité d'observer les réussites du communisme, les échecs du capitalisme, les échecs du communisme. Nous avons vu. Bien sûr. Et en fonction de ce que nous avons vu, nous devons pouvoir choisir ce qui est bien pour nous sans nous caser dans aucune idéologie. Ok. Donc, notre idéologie, ce serait peut-être un melting pot idéologique, mais dans les faits, nous ne sommes en train de réfléchir et d'agir que selon les enjeux. C'est les enjeux qui comptent, c'est nos intérêts qui comptent, rien d'autre. Donc ça, c'est une idéologie que tu défends aujourd'hui, que tu prônes aujourd'hui? Oui, absolument. Il faut que la jeunesse africaine sorte de toute cette histoire, parce que, bon, les affaires... Le panafricanisme ne fait pas gagner à nos pays de l'argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Comment est-ce qu'on améliore le budget? Comment est-ce qu'on finance l'éducation? Comment on finance la santé? Ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Tout le reste, pour moi, c'est une perte de temps. Comme tu dis, c'est d'être pragmatisme. Voilà. Ok. Identité. Wow. Ah, c'est sacrément important. Surtout en politique, il faut savoir ce que l'on est, d'où l'on vient, ce que l'on vaut. Et ça aide beaucoup à savoir où l'on va. Donc, par identité, je dirais que c'est l'ancrage que nous avons avec notre propre nature. Et que c'est notre outil aussi le plus sûr pour nous épanouir. Démocratie importée, c'est la dernière. Je ne crois pas que la démocratie, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ait été importée. Mais même si c'était le cas, c'est une bonne importation. C'est comme les médicaments qu'on importe qui soignent. C'est comme les habits qu'on importe que l'on porte si bien. Donc, ce n'est pas simplement parce que c'est importé que c'est mauvais. Les choses importées font beaucoup de bien. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc, pour ceux qui croient que c'est de la démocratie importée, qu'ils tâtent ou agissent afin d'en faire une bonne utilisation. Non, pour ceux qui, comme moi, ne croient pas que ce soit importé, qui eux aussi se mettent à faire une bonne utilisation. C'est tout ce qui compte. C'est ce qu'on en fait qui compte, pas d'où ça vient, pas ce que c'est. C'est clair. Merci beaucoup, Cheikh Oumar, pour le plaisir est le mien. Pour cet échange très, très riche. Ouais. Et j'en ai appris d'ailleurs. Et j'espère que nos téléspectateurs aussi en apprendront davantage. Si tu devais répondre justement en une phrase à notre question de départ, la politique est-elle culturelle? La politique est en partie culturelle. Ok. Ouais. Ok. Je vais te demander, Cheikh Oumar, de regarder la caméra devant toi. Okay. C'est ça. Ouais. Et de laisser un message à la jeunesse ivoirienne et même africaine qui nous regarde aujourd'hui. Mon message, il est simple. C'est que nous avons un véritable challenge. C'est de réussir à informer le monde sur ce que nous valons. Nous avons été, et nous sommes d'ailleurs toujours sous-estimés. Nous sommes négligés parfois, par d'ailleurs les nôtres et par autrui. Mais nous avons pour obligation de travailler du mieux que nous pouvons, d'agir du mieux que nous pouvons, de surtout réfléchir du mieux que nous pouvons, pour que d'ici 2-3 décennies, personne ne puisse parler de nous en moins. Et quand je dis nous, de nous, Africains, en moins. Que nous puissions être à un niveau de développement et d'avancée respectable et que nous puissions par nos efforts conquérir le monde. Et pourquoi pas une première puissance mondiale africaine, cela reste tout à fait possible. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Cheikh Oumar. Un plaisir, mon cher. C'est vraiment gentil qu'on ait pu faire cette émission. Ouais. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de nous regarder. D'être de plus en plus nombreux aussi. Et on vous dit à la prochaine, dans le prochain épisode donc, de
Politiquement Jeune, le podcast 100% politique, sans filtre et 100% jeune. Ciao.